Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Ces propos sont extraits du discours tenu par le président de la République nigérienne, Issoufou Mahamadou. Il s'exprimait devant d'anciens chefs d'État africains réunis à Niamey pour un forum consacré à la consolidation de la démocratie en Afrique et qui s'est achevé le 4 octobre dernier. Des propos somme toute louables qui méritent pourtant que l'instant du débat, angle de vue, les questionne. Quelques jours auparavant, ils étaient environ 2000 à manifester à Niamey après un appel lancé par l'opposition. Non au code électoral et à la CENI non consensuelle, vecteur de péril pour la nation, ou encore oui à un audit des fonds alloués à la sécurité, pouvait-on lire sur des banderoles. L'opposition politique accuse en effet le président Issoufou de poser les jalons d'une crise post-électorale et de compromettre le vivre ensemble. Le régime du président Issoufou Mahamadou est d'ailleurs accusé de créer des crises au sein même des formations d'opposition. La dernière en date, le Modène Faloumana de son opposant et challenger lors de la dernière élection présidentielle à Mahamadou. Deux congrès ont en effet eu lieu le même jour, les deux désignant l'opposant comme candidat à la présidentielle de 2021. Quels sont les griefs faits au code électoral nigérien qui tire profit de la crise qui prévaut au Modène Faloumana? L'alternance annoncée et appelée de tous ses voeux par Issoufou Mahamadou est-elle sincère? Enfin, quelles sont les conditions créées à cette alternance dans la paix et la cohésion? Surtout sur le front sécuritaire, les leviers actuels sont-ils les meilleurs? Niger, exigence de l'opposition pour un scrutin inclusif en 2021. Issoufou va-t-il réussir la première alternance démocratique dans son pays? C'est la question trame de cette émission. Merci d'être des nôtres. On revient juste après ceci. À nos côtés sur ce plateau, un juriste, Hilaire Kofidia. Bonjour. Bonjour, monsieur Johannes. Vous êtes analyste politique également. Face à vous, un écrivain, Lamine Sissé. Bonjour. Bonjour, Johannes. Vous êtes également expert en communication politique. Hilaire Kofidia, ma première question est pour vous. Ainsi que je l'ai affirmé à plusieurs reprises, je respecterai scrupuleusement les dispositions de la Constitution de la République du Niger, des propos donc de Issoufou Mahamadou dans une Afrique où les velléités de troisième mandat, on va le dire ainsi, se multiplient, n'est-ce pas là, des propos dignes d'éloge. Il est quotidien. Ce sont là des propos a priori dignes d'éloge, quand on sait que ce sont des propos tenus par un homme politique. Et l'animal politique a montré de par ses discours, de par ses prises de position, et qu'il pourrait changer, qu'il pourrait remodeler ou qu'il pourrait à tout moment surprendre, agréablement comme négativement. Et le problème endémique de nos États démocratiques, c'est l'homme politique. C'est pourquoi je prends un peu avec de réserve ce qui se passe, parce qu'on peut bien vouloir laisser le pouvoir, mais on peut, avant de laisser le pouvoir, semer de la zizanie. C'est pour une première fois que l'on assistera à une alternance démocratiquement au Niger. Vous voyez? Et comme le dirait bien l'autre, la démocratie est une fraternité, sinon c'est une imposture. Et au nom de la fraternité, l'on doit respecter sa parole. Parta servanda sunt. La parole donnée est sacrée. J'espère que pour une première fois, un dirigeant africain va respecter de façon scrupuleuse la parole que lui-même a donnée, la parole que lui-même a exprimée. Voilà, votre avis. Il est limpide. Un forum d'anciens chefs d'État et de gouvernement consacré au constitutionnalisme pour la consolidation de la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir en Afrique. Ce sont des mots qui me font sourire, mais c'est des mots extrêmement nobles pour une Afrique comme celle que nous traversons aujourd'hui. Lamine Sissé. Merci beaucoup. Vraiment, quelquefois, les mots me manquent pour qualifier le comportement de nos chefs d'État. C'est-à-dire ce qui est normal, ce qui doit se faire d'une façon normale, on rend ça extraordinaire.
C'est parce que la démocratie est en péril. Parce qu'un président de la République n'a même pas à dire je vais respecter la Constitution. La Constitution est claire. Mais c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de dire ça. Alors quand on le dit, c'est qu'il y a un problème au Niger. Il y a un problème très sérieux au Niger. Parce que moi, mon problème, c'est pas de dire que j'ai respecté la Constitution, je suis parti. C'est le processus de démocratisation qui me pose un problème. Et durant ces 2 mandats, quels sont les actes que Youssoufou a réellement posés? Est-ce qu'il a posé des actes de nature à rendre la démocratie démocratique? Quand on dit démocratie, c'est que c'est le pouvoir par le peuple et pour le peuple. Alors, est-ce que nous, en tant qu'observateurs, que ce soit proche ou lointain, nous constatons que la démocratie a été torpillée durant tout le processus? Pour moi, le Niger a manqué le coach. Si maintenant, il y a les chefs d'État qui se rencontrent là-bas pour dire nous voulons maintenant désormais que les chefs d'État, au terme de leur mandat, partent, moi je crois qu'ils sont en train de s'attaquer aux effets au lieu de prendre les causes par les cornes. Les causes par les cornes, c'est de ne pas instrumentaliser les institutions de la République à des fins politiciennes. C'est ce qui se passe. Parce que moi, je souhaiterais qu'à cette rencontre, ce forum qui s'est passé au Niger, si on me dit que toute l'opposition, plus la mouvance était à ce forum-là, il y a Ama Amadou qui est à ce forum-là, il y a les autres qui sont à ce forum-là, sans être inquiétés, et j'allais applaudir pour dire la démocratie est marche. Là, en ce moment, on n'a pas besoin de dire je vais aller au terme. Est-ce qu'aux États-Unis, un président des Américains peut dire à la fin de mon mandat, je vais respecter la Constitution? Est-ce qu'il ose le dire? Est-ce qu'en France, on peut le dire? C'est qu'on est en train de ne pas respecter le peuple africain. Le peuple africain est martyrisé par ces pseudo-politiciens. C'est des politiciens, ce ne sont pas des politiques. Parce que ça, ce n'est pas des termes, c'est même insultant à la limite. Et les gens se targuent la poitrine, oui, il dit qu'il va respecter, etc. Mais la règle, c'est de respecter. On ne devrait donc pas communiquer autour du... Non, mais c'est un événement. C'est-à-dire qu'un chef d'État, sérieux qu'il fût, ne doit pas dire à son peuple, à la fin de mon mandat, je vais respecter, je vais partir. Alors que la constitution nigérienne l'oblige au respect, c'est le référendum, c'est le peuple qui l'a voulu. Mais pourquoi en faire une communication? C'est-à-dire que moi, je voudrais que Youssoufou dise l'État, l'évaluation de ma démocratie dans mon pays, voilà. J'ai mis certains opposants en exil. Il y a d'autres que j'ai mis en prison. Et j'ai barricadé, j'ai changé des lois. Je veux contraindre les gens, la démocratie à ne pas. Donc, je veux mettre fin à cela. C'est ce que je veux entendre de lui. Et que je veux appeler réellement à un consensus national autour de la démocratie, autour du pays. Vous savez, le Niger, les gens banalisent, mais le Niger est frontalier à 7 pays. 7 pays, non les moindres. Et ces 6 pays-là, c'est des pays à problème. Vous prenez la Libye, vous prenez l'Algérie, vous prenez le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria. Tous ces pays-là sont dans des situations difficiles. Il y a le terrorisme qui sévit. Alors moi, c'est pourquoi je souhaite fondamentalement à ce que Youssoufou prenne de la hauteur. C'est le président de la République du Niger. Moi, en tant que citoyen de la communauté, il est mon président communautaire. Donc, je voudrais qu'il donne un modèle. Le modèle, comme c'est en train d'être fait au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes au Bénin, on dit on est en dialogue politique. Mais quelque chose est essayé. Mais qu'il n'a qu'à réunir l'essentiel, amnistier tous ces opposants qui sont en exil par sa propre volonté. Parce que ce n'est pas la volonté du peuple nigérien. C'est de sa volonté. Donc, prendre cette même clé qu'il a pris pour détruire tout, prendre cette clé et ouvrir la porte pour qu'il y ait de l'apaisement. Parce que vous voyez, la meilleure lutte contre le terrorisme, c'est de créer une stabilité sociale interne dans son pays. Tant qu'il y a une division dans ton pays, le terrorisme, c'est un terreau fertile au terrorisme. Voilà. Alors, l'usure du pouvoir peut conduire au despotisme, au clanisme et à l'inefficacité. C'est des propos extrêmement nobles de la part du président de la CEDEAO, Lamine Cissé l'évoquait, et également un président qui garde une telle lucidité dans son discours. Est-ce qu'il peut faire preuve de mauvaise foi, selon vous, Hélène Kofidia? Écoutez, il s'est inspiré
lorsqu'il dit que l'usure du pouvoir peut conduire au despotisme, au clanisme et à l'inefficacité. Et à l'inefficacité, ça a conduit même au favoritisme. Or, il a fait montre de favoritisme, ça conduit également au népotisme. Mais lorsqu'il dit tout ça, on a comme l'impression qu'il s'inspire en réalité de l'important ouvrage de Montesquieu, de l'esprit des lois, qu'il dit qu'il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que Montesquieu, en regardant avec les yeux vivants les dirigeants et exercer le pouvoir d'État, a constaté qu'ils sont toujours enclins à en abuser, à en mésuser, à en suriser. Donc, la seule façon d'arrêter, a dit il faudrait on note une séparation rigide entre la trilogie de pouvoir, l'exécutif d'un côté, le législatif et le judiciaire de l'autre. Mais lorsqu'il en vient à affirmer, sans qu'on fait rire que, à force de rester longtemps au pouvoir, a dit on est porté à accorder, à tomber dans du despotisme, c'est une volonté affichée en théorie de ce qu'il a envie de partir. Et je veux bien le croire. Sauf que, comme l'a dit mon vis-à-vis, il a réussi au cours de son mandat à faire des exilés politiques, il a eu à faire des prisonniers politiques, et il tente vaille que vaille de se rattraper. Bon, maintenant, la règle en Afrique, c'est de s'accrocher au pouvoir. Mais l'exception, c'est d'abandonner. Après, c'est de respecter la limite du mandat. Mais dire que je vais respecter la limite du mandat n'est pas un délit ni un crime, mais c'est une façon d'apaiser les esprits et de leur dire n'allez pas me prêter autre intention que celle que la Constitution veut, contrairement à mon vis-à-vis. C'est salutaire. Contrairement à mon vis-à-vis qui trouve une formalité inutile. J'estime que dans ce Gotha politique africain où la règle est plutôt s'accrocher, dire je ne veux pas m'accrocher, c'est déjà un début pour apaiser les opposants. Tout à fait. Alors, l'opposition, est-ce que l'opposition n'est pas dans la surenchère quand elle estime que le président Issoufou ne favorise aucune condition d'une alternance crédible en 2021? Oui, parce que le processus électoral, tout le problème, la démocratie, c'est le processus électoral. Le mode d'inscription sur les listes, quels sont est-ce que les institutions qui doivent être, ils sont conduits par des hommes neutres, etc. Pardon? Il n'y a pas que le processus électoral. Abraham Lincoln a été clair. L'adhésion populaire est essentielle. C'est-à-dire, en démocratie, il faut l'adhésion du peuple. Parce qu'on constate que sans l'adhésion populaire, avec l'adhésion populaire, rien ne peut échouer. C'est-à-dire, sans elle, rien ne peut réussir. C'est pourquoi il a défini après, il a dit après que c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et vous avez fait bien de le dire. Donc, dans le désir de satisfaire le peuple, de servir le peuple, dans le désir d'accorder au peuple la première place, on a érigé des institutions. Et le fait de permettre à ces institutions d'évoluer de façon équilibrée et fait qu'on se sent concerné. On se sent concerné par la gestion de la chose publique. Et excusez-moi de vous avoir arraché la parole. Non, c'est tout à fait amical, c'est dans le débat. Mais je voudrais tout simplement lui dire que quand je dis qu'il faut le processus électoral, parce qu'en fait, le peuple a voté cette constitution par référendum. S'il y a des institutions de la République qui sont à charge des élections, c'est le peuple qui l'a voulu. Mais il ne faut pas mettre au sommet et ne pas respecter, n'est-ce pas, le fonctionnement de ces institutions-là. C'est de cela que je parle. Parce que le peuple a beau vouloir, s'il y a un président qui torpille, et il a une armée et une police répressive, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. C'est pourquoi j'ai dit que cette opposition n'a pas confiance. Parce que l'opposition n'a pas été associée. Tout ce qui se faisait ne se fait pas par consensus. Et dans les lois, on dit c'est le consensus. À défaut de ne pas appliquer la loi, mais appeler le consensus est force de loi. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. C'est la crainte de toute l'opposition en Afrique d'une manière générale. Parce qu'il y a un système d'exclusion systématique, alors que l'opposition doit participer au débat, doit participer à la construction de l'économie. L'opposition n'est pas un ennemi. L'opposition, il doit apporter sa contribution. Et pour que l'opposition apporte sa contribution, il faut que le pouvoir en place
donne du respect suffisant et donne le rang à l'opposition, de telle sorte qu'elle puisse participer d'une façon contributive au développement, n'est-ce pas C'est pourquoi j'ai dit l'opposition nigérienne a tout à craindre, puisque quand j'ai vu le processus électoral, le mode d'inscription sur les listes, il paraît qu'ils ont fait des audiences foraines pour écrire, pour permettre aux gens d'avoir les extraits de naissance et pouvoir être sur les bases de données. Les extraits de naissance n'auraient pas été signés et auraient été accumulés dans une salle. Dans une salle et que les populations n'ont pas accès. C'est de cela que je parle, mon co-débatteur. C'est de cela que je parle parce qu'il y a des faits concrets qui ne permettent pas, n'est-ce pas, à l'opposition d'avoir confiance et ils sont en train de crier à la fraude. Vous savez, j'ai toujours dit, dans un pays où on crie à la fraude, ce que le pouvoir en place n'est pas en train de faire le jeu de la transparence. Nous avons vu en Afrique, c'est pas parce qu'en Afrique, tout n'est pas bon. Depuis que Rawlings a commencé à organiser les élections au Ghana, vous avez une fois vu l'élection contestée. Depuis qu'il a été militaire et il est venu à la démocratie, il a dit c'est la transparence. Mais l'opposition, tout le monde s'entend, le résultat est clair, tout le monde est d'accord. Le perdant a toujours reconnu. Oui, a toujours reconnu. C'est trop simple vraiment de démocratiser l'espace politique. Prenez par exemple le Bénin ici. Le renouveau démocratique, j'étais là. J'ai été acteur de la conférence nationale des forces vives de la nation. Depuis cela, là, mais les instituts, ça a fonctionné. On va aux élections, mais évidemment, il y a le minimum sur lequel l'opposition et le pouvoir s'entendaient. Mais aujourd'hui, il y a une rupture de dialogue et de confiance. Les gens sont en exil, d'autres sont en prison. Vous voulez dans cette atmosphère-là, c'est ce qu'on appelle la démocratie? Non, c'est la démocrature, ça, là. C'est pas la démocratie. Donc, c'est de cela dont on parle. On veut que nos chefs d'État, d'une manière globale, comprennent que ce n'est pas eux qui sont les patrons du pays, c'est le peuple qui est le patron du pays. Et c'est le peuple qui les nourrit, qui les paye. C'est le peuple qui est l'acteur, le principal acteur de développement. Donc ils n'ont qu'à descendre sur terre et donner du respect suffisamment à ce peuple-là, en respectant toutes les entités. Parce que tant qu'il n'y a pas d'opposition dans un pays, le pays n'avancera pas. Alors, Hilaire Kofidia, plus de 2000 personnes ont manifesté, c'était fin septembre à Niamey, dans un appel lancé par l'opposition politique. Cette dernière a donc des griefs contre le code électoral et notamment le gouvernement dans sa façon d'administrer la question, notamment sécuritaire du pays. Mais il y a un point important, c'est que l'Alliance pour la République, APR, donc un des partis affiliés à la majorité au pouvoir, qui a donc pris la parole pour dire qu'elle n'est pas qu'il n'est pas donc ce parti-là du tout satisfait du déroulement du processus électoral et donc qu'un parti proche du régime, membre de la coalition au pouvoir, le MNSD, qu'un parti s'attaque ainsi même au code électoral et au processus allant à la réélection ou à l'élection d'un président pour remplacer le président Issoufou. Est-ce qu'il n'y a pas, comme qui dirait, un vrai problème de fond qui se pose au niveau donc de la classe politique d'une part, mais aussi au niveau du processus électoral qui doit conduire à l'élection d'un nouveau président en 2021? Qu'est-ce qu'il faut suivre là? Nous sommes en démocratie. Et un parti proche du pouvoir, mais qui dénonce un certain nombre de manquements du pouvoir, c'est un parti qui est dans la peau de quelqu'un qui veut que le pouvoir progresse. Ne l'oubliez pas, en matière politique, progresser n'est pas une option, c'est une obligation. D'où l'opposition est utile. L'opposition est indispensable pour permettre à celui qui a le pouvoir d'État de privilégier l'intérêt général. Voyez-vous? Et donc, lorsqu'un parti proche du pouvoir en vient à jouer ce rôle, moi j'estime plutôt que c'est un parti très éclairé. C'est un parti qui met en avant l'intérêt de la nation. Parce qu'aucune démocratie ne peut fonctionner sans opposition. Puisque au corps même de la démocratie, il y a la majorité et la minorité. Mais la démocratie ne veut pas dire que la majorité l'emporte sur la minorité. Non, la démocratie qui fonctionne, c'est la majorité qui pense protéger la minorité. La majorité ne brime pas ou ne piétine pas la minorité en démocratie, mais la majorité protège la minorité. Ainsi, cette minorité se sent concernée et les deux convergent leur violon pour pouvoir atteindre les objectifs qui puissent recevoir l'approbation du plus grand nombre. Donc,
au lieu de voir un problème, je trouve que et ce parti aussi voit déjà le règne de Mahaman Issoufou fini et se dit que bon, je n'ai plus trop d'obligations vis-à-vis de lui, je n'ai plus trop d'obligations à jouer au bon disciple. Et je dois d'ailleurs commencer par me détacher parce qu'on ne connaît pas les calculs politiques qui pourraient survenir à tout moment. Vous voyez? Donc, on peut interpréter cela de ces deux façons-là. Mais et reconnaissez qu'aujourd'hui, dans le continent africain, la limitation de mandat est à la mode. Et c'est ce qui permet à la démocratie de mieux vivre. Même si 12 États africains continuent de pratiquer le mandat illimité. Il leur faut du temps et on peut le comprendre. Parce que même la plus vieille démocratie, les États-Unis au départ, c'était un mandat illimité. C'est avec George Washington qu'on a connu la limitation. Et Franklin Roosevelt en a fait 4. De suite. Donc, et la formule selon laquelle il faut limiter à 2 pour permettre à de nouveaux hommes politiques de diriger les pays, c'est arrivé un peu petitement. Et vous voyez, c'est en 2019 voire 2020 que pour une première au Niger, on va assister à une alternance. Donc, il y a le temps fait son œuvre. Et en s'inspirant du temps, on finit par retenir la formule qui reçoit l'approbation du plus grand nombre. Voilà. Alors, l'APR confirme les prémices d'une crise électorale, on va le dire ainsi, au même titre que la FRDDR et le Front patriotique, les deux gros fronts de l'opposition politique au Niger. Quels sont les griefs concrets qui sont reprochés donc au code électoral? On targue le code électoral d'être taillé sur mesure, d'être, on va dire, cousu de fil blanc pour empêcher des personnes de candidater pour 2021. Et quel est votre avis sur ce code? Ça c'est clair. Par exemple, Hama Amadou, il est victime de ces lois scélérates. On crée des lois uniquement, vous savez que c'est telle personne que l'on vise. C'est pas ça la démocratie. Je crois que l'opposition a raison de taper sur la table parce que c'est pas la mode seulement au Niger, hein, c'est un combat permanent. Tout panafricain est en train de se battre contre ça. Tu vois, c'est pourquoi mon co-débatteur tout à l'heure là, il est en train de peindre la démocratie sur le fait de l'alternance. Pour moi, l'alternance, c'est pas ça qui est la démocratie. L'alternance, c'est le maintien au pouvoir qui est la démocratie pour vous. Pour moi, l'alternance, se maintenir longtemps. Il est confident. C'est ça qui est la démocratie. Nous allons écouter. L'alternance pour moi, c'est pas ça. Mais ce qu'il dit est suffisamment grave. Je peux pas. Oui, non, nous allons l'écouter. Il dit que l'alternance n'est pas un critère déterminant à la démocratie. S'il vous plaît, laissez-moi la police de débat. Allez-y, Lamine. Oui, lui, c'est un dictateur. Je le découvre. Allez-y. Je le découvre. Il ne faut pas donner le pays à ce monsieur. Allez-y. Alors, je dis pour moi, c'est pas le. Jamais président du République. Je ne sais pas. Estimer que les gens ne vont pas. Il est confident. Nous allons continuer. Le débat n'est pas personnel. On est en train de. C'est des débats d'idées. Il faut aller sur les idées. Lamine Cissé, allez-y. Je dis c'est quelque chose que suffisamment j'ai fait la communication plein là-dessus, quoi. La démocratie n'est pas limitée au fait de l'alternance. La démocratie, c'est le système qui permet au peuple de participer d'une façon claire et transparente. Vous voyez, ici, il y avait le PRPB. C'était la révolution. Vous demandez au peuple béninois, est-ce que au cours de cette révolution, le peuple savait mieux ce qui se passe au palais qu'avec notre démocratie que nous sommes en train de rouler? Parce que dans chaque quartier, il y a des comités d'action, il y a des groupements dans les villages. Toutes les décisions qui vont être prises au palais de la République est descendues à la base et c'est discuté à la base d'une façon populaire et c'est monté en haut. Pour moi, quelle que soit la forme de la démocratie qu'on instaure, l'essentiel pour moi est que cette forme de démocratie puisse permettre au peuple de décider, de comprendre et de participer. C'est de cela que je parle. Je voudrais dire que c'est pas que... Mais notre démocratie, elle est dictatoriale. Est-ce que c'est ça la démocratie? On dit, bon, créons l'alternance. Mais celui qui s'assoit, tu torpilles, tu enfermes les gens, tu abrigades. Le peuple ne sait même pas ce qui se passe. Le suffrage du peuple est détourné. Volé parfois. C'est de cela que je parle. J'ai dit pour moi, si le peuple a un consensus pour dire nous voulons que le président la reste pendant 4 ou 3 mandats et que le peuple participe
à cette démocratisation et que le peuple se sente concerné et que les institutions de la République fonctionnent normalement, pour moi, c'est aussi une démocratie. La démocratie ne veut pas dire c'est l'alternance. Non, non, comme il est parti, c'est la démocratie. Alors que vous êtes en train de piller les ressources de la République. Vous êtes en train d'embrigader et instrumentaliser les institutions. On dit, bon, quand on fait l'alternance, c'est la démocratie. Monsieur Kodja, c'est sur ça que je voudrais que tu mènes... Kofidja, c'est sur ça que je voudrais que tu mènes ta réflexion en tant qu'intellectuel. La démocratie n'est pas limitée à l'alternance. C'est de cela que je parle. Sinon, on est en train de nous tromper. Regardez, moi, cette démocratie conventionnelle, je l'ai toujours dit. Tu as 51%. On dit la liste électorale, c'est 4 millions. Au Bénin, par exemple, 4 millions sur la liste électorale. Le Bénin fait 12 millions de personnes. Donc, il y a 4 millions d'inscrits. Le premier à 51, donc moins 2 millions et quelques d'électeurs qui l'ont élu président. Il devient le président de la République de celui qui n'a pas voté pour lui, de ceux qui n'ont pas voté, de tout le monde. Mais c'est une démocratie conventionnelle. Alors, pour que cette démocratie soit une démocratie réelle, il faut permettre maintenant le jeu de la démocratie. Permettre à l'opposition de participer, permettre au peuple de comprendre ce que vous êtes en train de faire au sommet de l'État. Mais de ne pas s'asseoir et faire la dictature pour dire oui, bon, l'essentiel est que, mais au terme de vos 2 mandats, que je parte. Alors que vous avez commis énormément de dégâts sur le plan politique et sur le plan économique. C'est de cela que je parle. Voilà. Je crois que expliquer comme ça, cela s'entend. Il est Kofidja, j'allais vous demander, il y a aussi un grief qui est fait à la CENI. La CENI a un collège installé, le bureau de la CENI est contesté. Il n'y a aujourd'hui que des membres issus donc on va dire, des personnes désignées par le parti au pouvoir qui participent à cette CENI-là. L'opposition n'y siège pas. On a l'impression que bien, le lit est fait aujourd'hui pour contester, on va dire, tous les scrutins décisifs qui arrivent d'ici 2021. On parle de local, on parle de législative, couplé avec la présidentielle pour 2021. Il est Kofidja. Est-ce que il y a un cadre de dialogue politique, opposition-pouvoir, qui est mis en place, mais on a l'impression que ce cadre-là, présidé par le Premier ministre Bréguier Rafini, ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qui peut expliquer ces couacs-là dans la République et aussi expliquer pourquoi le pouvoir ne lâche pas du lest pour permettre à l'opposition de siéger au sein de la CENI qui, quoi qu'on dise, est l'instrument même qui permet de savoir si une élection est crédible ou non. Mais avant de me prononcer sur la composition de la CENI, souffrez que je rappelle à M. Lamine Cissé, mon vis-à-vis, mon compagnon d'infortune, et profiter pour emprunter les mots de Henry Ford pour lui dire que la démocratie dont je suis partisan, c'est celle qui donne à tous les mêmes chances de réussite selon les capacités de chacun. Et celle que moi je repousse, c'est celle qui prétend remettre au nombre de l'autorité qui revient au mérite. Et à un moment donné, je crois qu'il ne m'a pas bien compris. Il a confondu mes mots, il a accordé une autre danse à mes mots et il s'est érigé en enseignant. C'est lui qui m'a attaqué. En me donnant le contenu que lui il attend de la démocratie. Voilà. Et qui plus est à un juriste. Voilà. Répondez à ma question. Mais oui, cela dit, quand vous regardez bien la composition de la CENI, vous constatez, comme il est ici, bien que c'est vrai, entre la volonté exprimée de Mahamadou Issoufou de parti et les agissements et tout ce qui se prépare, il y a forcément un écart. Parce que pour joindre la parole, on devrait sentir dans la composition de la CENI la présence des acteurs exigés par la loi. Mais trouver des couacs ou faire en sorte qu'on ne retrouve pas les opposants, à dire atteste de ce que on veut préparer autrement un dauphinat. Je vais partir, certes, mais je vais passer la main forcément à quelqu'un qui est de mon rang. Et j'en appelle à l'opposition à un peu plus de vigilance pour ne pas laisser passer telle chose. Parce qu'il ne sert à rien de voir Issoufou Mahamadou partir et de constater qu'en réalité, ce n'est que la continuation de son œuvre. Puisque c'est celui qui vient faire sa politique, celui qui vient le laisse en liberté et donc tranquille, même s'y entendent, il y a des casseroles qui pourraient le rattraper, et ce qui suppose que les prisonniers
du régime de Issoufou Amadou resteront encore prisonniers, les exilés sous le régime de Issoufou Amadou resteront encore exilés, ce qui ne concorde pas véritablement avec ce que l'on recherche. Il faut donc faire bouger les lignes. Il faut donc forcément faire bouger les lignes, d'où faire en sorte que les acteurs devant composer la CENI soient aussi bien ceux de la mouvance que de l'opposition. Voilà. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec lui, hein, parce que moi, je pense que, franchement, le président Youssouf doit connaître, il doit savoir qu'il y a un problème au Niger. Il y a un problème qu'il faut régler. Il ne faut pas qu'il abandonne le Niger comme ça et partir. Parce que c'est pourquoi, mais ici au Bénin, on est en train de faire le dialogue, même si les cordes ne sont pas accordées, mais il y a un processus qui est en cours. Au Sénégal, on est en dialogue national. Mais qu'est-ce qui lui coûte d'appeler les principaux opposants, prendre des lois, leur permettre de participer au dialogue? Parce que moi, mon inquiétude pour le Niger, c'est que le Niger est en étau. Vous savez, le Niger n'est pas littoral, c'est un pays non littoral. Mais c'est en étau. Regarde les pays qui entourent le Niger. Il y a le terrorisme. Même hier même, ils ont frappé. Presque chaque semaine, on frappe. Mais il faut qu'il y ait un consensus. Il faut que les hommes, les acteurs se parlent. Il faut qu'on apaise la tension à l'intérieur du Niger pour trouver des solutions idoines au développement et à la sécurité, surtout de notre sous-région. C'est extrêmement important. Et ce rôle fondamental, c'est Amma Youssoufou qui doit prendre, Mohamedou Youssoufou qui doit prendre les taureaux par les cornes. Parce qu'en fait, c'est lui qui a la clé. Alors moi, mon inquiétude est qu'il laisse le Niger dans ce conflit entre hommes, ce conflit entre peuples et ce n'est pas cet environnement d'insécurité et dire bon, j'ai respecté mon mandat. Il n'aura pas rendu service à son peuple. Voilà, alors il y a aussi, comme qui dirait, une crise au sein du Modène Faloumana Africa, le principal parti d'opposition, qui a permis donc au principal challenger du chef de l'État d'être qualifié depuis la prison. C'était en 2016, si mes souvenirs sont bons, pour le second tour de la présidentielle. Ce parti aujourd'hui a eu deux congrès différents. Un congrès à Niamey avec visiblement autour de 90% de toutes les cellules du parti, et un autre à Dosso avec quelques centaines de personnes ou quelques dizaines de personnes, on va le dire ici. Mais visiblement, le ministère de l'Intérieur a choisi de ne valider aucun des deux congrès. Et aujourd'hui, aucun des deux congrès n'a donc été entériné. Les deux partis ont été renvoyés peut-être à un prochain congrès. Votre avis déjà sur cette crise, la crise Pervot? On rappelle que le président par intérim du parti a été esté en justice et a fait déchoir le président du parti, Amma Amadou. Lorsque vous êtes au crépuscule de votre mandat présidentiel et que vous n'avez pas envie de passer la main à l'opposition, vous faites quoi? Vous divisez pour pérenniser votre règne. C'est ce que tente de faire Issoufou Amadou. Et ces crises-là que vous évoquez au sein de ces partis ne sont pas anodines. C'est arrivé parce qu'on a su placer les hommes qu'il faut, là où il faut, pour perturber les acteurs ou pour déséquilibrer les uns et les autres, pour avoir le résultat qu'on a un congrès nul. On a un congrès nul et cette nullité nous oblige à ne valider personne. Simplement aussi parce que d'un côté, l'opposition n'est pas responsable. Parce qu'une opposition responsable, c'est celle qui conforte ses actions. C'est celle qui trouve un savant dosage pour mieux affronter le pouvoir en place. C'est-à-dire on a affaire à une opposition alimentaire, une opposition intéressée. Et dès qu'on tente de tirer un acteur, influent soit-il, on assiste au cafouillage, à la division, et tout finit dans le désespoir. Et on balise le chemin complètement à celui qui dit parti, mais qui dit tout bas. Je vais partir, certes, mais je mettrai là quelqu'un qui puisse continuer mon œuvre. Voilà. Alors, Lamine, si c'est votre avis sur la crise au Modène Faloumana? Je crois que cette crise, évidemment,
heureusement, les deux congrès ont dit que c'est Hama Amadou qui est le leader. Voilà, c'est un cas totalement particulier. Deux congrès opposés, mais les deux congrès ont investi la même personnalité comme candidat du même parti pour la présidentielle de 2021. Allez-y. Là, c'est ce qui est tout à fait nouveau. Mais parce que l'autre qui a fait le congrès à Dosso, il a été démis de ses fonctions, tout écrit. Mais bon, le ministre, par le bureau politique le ministre a dit que la lettre qu'il a reçue en premier lieu, cette lettre n'a pas été contestée. C'est pourquoi lui, c'est la lettre là qu'il a conduit, comme quoi c'est l'autre qui organise. Mais je crois que c'est pas... Au contraire, moi, mes analyses politiques, que ce congrès a fait sortir Lumana beaucoup plus fort, beaucoup plus percutant, parce que la mobilisation était sans précédent. C'était un congrès de haute facture. C'est vrai et ça a ébranlé le pouvoir en place. Parce qu'en fait, Mama qu'on pensait fini, Mama Amadou qu'on pensait fini, et que de part et d'autre, tous les deux congrès disent que c'est lui qu'on investit, c'est que le monsieur, il est encore dans le cœur des Nigériens. C'est pourquoi d'ailleurs... vraiment, je ne vais pas me lasser d'inviter, n'est-ce pas, les autorités compétentes sur la place, de mettre de l'eau dans leur vin et de rassembler toute l'opposition. Parce qu'il y a d'autres candidats qui vont s'annoncer. Les gens, d'autres partis vont se créer. Et ces partis qui vont se créer, il ne faut pas qu'ils trouvent un terreau qui n'est pas favorable à la démocratisation au Niger. Il faut qu'on permette à celui qui veut participer, veut amener ses idées, veut contribuer au développement, qu'on lui permet librement. Mais il regarde à la loupe, celui-là, il est venu, il veut supporter qui, etc. Est-ce qu'il faut qu'on le laisse? On dirait que le pays leur appartient. Alors c'est pourquoi j'invite. Hama Amadou n'est pas n'importe qui, franchement, vous le savez. Il ne devait pas être en dehors du pays, il doit être à l'intérieur du pays pour aider le pays à décoller. Pour aider, n'est-ce pas, le pays à avoir la stabilité sur le plan de la sécurité, dans tous les domaines. Permettre à la diaspora, les compétences qui sont là, de participer au développement du Niger. C'est ce que je souhaite pour le Niger, je souhaite pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Si nous parvenons à arriver à cela-là, je crois que nous allons dire que nous allons travailler désormais pour le peuple ouest-africain. Alors, il est confident, on a l'impression que le Modène Faloumana, malgré les coups qu'il reçoit, arrive toujours, on va dire, à réussir tout au moins la carte de la mobilisation. On a vu Hama Amadou assister à des congrès de son parti en Côte d'Ivoire, par exemple, avec des salles combles. Cela s'est passé au Ghana, cela s'est passé en Allemagne, cela s'est passé aux États-Unis. On a l'impression que ce parti-là arrive à mobiliser des milliers d'hommes et de femmes un peu partout, et que cette mobilisation-là, quoi qu'on dise, malgré les coups que prend Modène Faloumana, le parti arrive à rester solide, à rester uni autour des idéaux de ce président-là qui aujourd'hui, malgré l'exil, continue, on va dire, de nourrir l'attention du régime de Niamey. Oui, n'oubliez pas que Lumana a donné de sa vie en tant que président intérimaire de Hama Amadou. Mais ce qui est phénoménal et essentiel ici, sinon j'allais même dire il n'y a rien de si puissant que de constater que deux congrès diamétralement opposés investissent la même personne. C'est une façon de dire, mais l'homme qu'il nous faut, c'est lui. C'est lui. Il n'y a pas un autre discours qui puisse se passer. Or, celui-là a été fait exiler par le condamné dans une supposée affaire de... Oui, celui-là, il a été fait exiler par le régime de Issoufou Mahamadou, à défaut de trouver la drogue dans ses affaires ou dans ses conteneurs. On l'accuse de faire des trafics de bébés. Le trafic de bébés. Comme quoi, vous voyez, les politiciens sont très imaginatifs. Il faut changer le motif, c'est-à-dire qu'il puisse justifier le crime ou le délit pour pousser son propre compatriote à abandonner son pays. En quoi la démocratie, telle que le veulent les penseurs, et comme une fraternité existe. On ne peut pas être patriote, on ne peut pas promouvoir la fraternité et vivre, diriger et voir et accepter que son frère puisse fuir son propre territoire, alors qu'on ne dispose pas d'un titre de propriété sur ce territoire-là. Comment est-ce qu'on peut concevoir cela? Donc, le temps a passé, mais le choix du peuple n'a pas changé. Et pour l'alternance, le peuple dit
tu peux tout faire. Le seul que tu auras en face de toi, il a un nom, c'est Amadou. Et c'est ce qui se voit ou c'est ce qui se lit à travers la mobilisation intense, la mobilisation immémoriale dont tu parles. Et malgré tous les coups qui sont portés, aussi bien la nuit comme le jour, malgré toutes les intrigues du couloir, malgré toutes les reptilisations nocturnes, c'est Mahaman Amadou. Donc le pouvoir est d'essence divine. Et si j'étais que de la place de Issoufou Amadou, je vais abandonner le combat et je vais recentrer les choses. Et comme le propose mon vis-à-vis, aller même à un semi-dialogue, pas grand comme le Camerounais, mais qui n'a accouché que de 2 gibiers, que seul gibier, mais j'irai à un semi-dialogue qui puisse me permettre de me réconcilier avec mes pères et de passer la main à une opposition qui puisse donner une autre touche à la démocratie au Niger. Voilà, piste de solution, conseil aussi bien à l'opposition qu'au régime du président. Oui, vous savez, on est trop peiné. Je suis peiné parce que moi, je suis en tant que panafricain et puis en tant que citoyen de la communauté, nous avons vu que depuis la création de la CEDEAO, nos chefs d'État, c'est-à-dire tous les efforts ont été annihilés par le règlement des conflits. Et les conflits sanglants commencent toujours par ça, par ce qui se passe. C'est pourquoi je ne veux pas que le Niger arrive à un niveau irrécupérable. Et il est temps aujourd'hui, parce que la clé se trouve dans la main de Ama Issoufou. C'est lui qui a la clé à main, puisque il n'a aucun contexte, il n'a pas de contrainte. Il doit partir, mais il n'a qu'à partir en beauté, en réconciliant le peuple nigérien, en réconciliant la classe politique nigérienne. Ce serait vraiment quelque chose de formidable qu'il aurait fait pour l'Afrique de l'Ouest. Et ce serait un exemple pour toute l'Afrique. C'est ce que moi je souhaiterais vraiment, que cela se fasse au Niger. Il a Kofi Dia. Non, je voudrais simplement que le président Issoufou Amadou emboîte les pas à Montesquieu, qui dit qu'il n'y a rien d'aussi puissant qu'une république où l'on observe les lois et non pas par crainte, mais par passion. Et que de façon passionnée, qu'il abandonne le pouvoir, que de façon passionnée, qu'il respecte les exigences de sa constitution, de façon passionnée, qu'il apporte la preuve de ce que l'usure du pouvoir conduit au favoritisme, cela conduit au despotisme, cela conduit au clanisme, cela conduit au népotisme, qu'il apporte la preuve enfin de ce que l'alternance, contrairement à ce que mon vis-à-vis pense, est permise en démocratie au Niger. Voilà, votre avis, il est clair. Vous êtes Hilaire Kofi Dia, vous êtes juriste, analyste politique. Face à vous aujourd'hui, il y avait Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Le débat qui nous a réunis aujourd'hui, il était question du Niger et plus précisément des exigences de l'opposition pour un scrutin inclusif en 2021. Issoufou va-t-il réussir la première alternance démocratique dans son pays? C'est en tout cas tout le bien que les deux vis-à-vis sur ce plateau ont essayé de lui souhaiter. D'ici là, portez-vous bien pour un autre numéro de votre émission Angle de Vue. Merci de nous avoir suivis.